Je suis né en Roumanie, j'ai grandi en Roumanie jusqu'à l'âge de 22 ans et à 22 ans, je suis parti, entre guillemets, en voyage en Israël pour voir mon grand-père pour 2 semaines parce qu'à l'époque, la Roumanie était un pays pas très sympathique au niveau politique. Il y avait un gentil dictateur qui s'appelait Ceausescu. Et pour obtenir un visa pour voyager ou pour immigrer définitivement, ça c'était déjà exclu de venir en France et en voyage pour un jeune homme et d'émigrer en France, ça c'était niette. Et même si on faisait la demande, on risquait de finir en prison. Alors que c'était pas simple, mais disons un peu plus simple de demander de voyager pour 2 semaines en Israël pour voir son grand-père, même si le scénario était en accord avec toute ma famille, que j'oublie de rentrer. Et que c'était ma façon de fuir puisque j'en pouvais plus et que je sentais que mon père me le disait souvent, faut que tu te barres au plus vite parce que tu finiras très mal. Vu que j'étais assez rebelle, j'avais une troupe de théâtre clandestine où je jouais des choses pas très autorisées, pas très sympathiques pour Ceausescu, donc fallait que je me barre. Je suis parti en Israël, donc à 22 ans. J'avais passé par correspondance d'une manière très clandestine aussi, parce qu'il fallait, comme ils ouvraient toutes les lettres, il fallait pas que la police secrète tombe dessus. J'avais passé donc par un étudiant israélien qui a amené en Israël, qui a envoyé à Paris, etc. Le concours à l'IDEC, qui était la plus grande école de cinéma de l'époque, aujourd'hui ça s'appelle la FEMIS. Et j'avais pas le résultat encore au moment où je pars en Israël. Et c'est en Israël que j'apprends que je suis reçu. Donc mon but c'est d'arriver en France. Et après il y a eu plein de surprises puisque j'apprends à l'ambassade de France que pour me délivrer le visa en tant que Roumain, puisque je n'avais qu'un passeport roumain, il fallait que j'obtienne l'autorisation de l'ambassade de Roumanie, parce qu'il y avait un deal qui avait été signé entre Giscard d'Estaing et Ceausescu. Donc là, j'essaie d'expliquer que je ne peux absolument pas aller à l'ambassade de Roumanie, sinon j'en sors plus. Ils ne veulent pas comprendre. Je contacte des amis de mon père à Paris. Bon, bref, ça se règle au bout d'un moment, mais à un moment, je croyais que ça ne se réglerait pas. Donc j'envisageais éventuellement de rester en Israël, puisqu'il ne me laissait pas entrer en France, et je voulais absolument pas rentrer en Roumanie. Et finalement, ça s'est débloqué, donc je suis arrivé, j'ai fait l'école, et voilà. Mon destin, disons, de rêve de cinéma a démarré à ce moment-là. Alors qu'avant, j'avais fait que du théâtre. Et j'avais écrit des pièces, mis en scène des pièces de théâtre, et je jouais aussi. J'étais acteur, très mauvais, mais je pensais que j'étais bon. Bon, après, je sors de l'école, il y a plein d'autres aventures, je sors de l'école, on veut me renvoyer en Roumanie parce que j'avais un visa d'étudiant en tant que Roumain, je ne pouvais pas demander l'asile politique parce que mon frère était encore là-bas et que je voulais pas qu'il subisse des répercussions. Bon, bref, je règle tout ça. Mon frère aussi, je le sors de Roumanie, toujours d'une certaine manière via Israël. Et je dois trouver du travail pour avoir une carte de séjour, qui à l'époque était renouvelable tous les ans ou tous les 5 ans, je ne sais plus. Au début, c'était tous les ans et après, je ne sais plus. Donc, pour rester en France, je devais prouver que j'ai du travail, sinon ils me renvoyaient. Et que pour moi, c'était pas possible. Déjà, je cauchemardais tous les nuits que je rentrais en Roumanie et qu'on me mettait directement en prison. Donc, je trouve un travail comme stagiaire montage. J'aurais pris n'importe quoi, hein. Stagiaire montage sur le film Un amour de Swann de Volker Schlondorf. Et j'ai la chance de tomber sur une deuxième monteuse, parce qu'il y a une première, mais qui a été virée, une deuxième monteuse qui est un génie, qui est Françoise Bonneau, monteuse de Costa Gavras, plein de grands réalisateurs, Schlondorf, même Kathleen Bigelow aux États-Unis, et qui avait eu un Oscar quand elle avait 18 ans avec Z de Costa Gavras. Et là, en fait, j'apprends par le montage, bien sûr, et la mise en scène, quasiment plus qu'à l'école, qu'en 3 ans d'école, mais aussi surtout l'écriture du scénario, vu que les scénarios, c'est quasiment du montage. Ça, je l'ai compris au fur et à mesure, c'est-à-dire le scénario, c'est tout ce que le montage nous apprend. Du rythme accéléré, c'est-à-dire c'est la musique, c'est accéléré, décéléré,
donner de l'importance, quelle est l'importance des plans, du gros plan, du plan large, etc. Ça, au montage, on voit quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas. Donc ça apprend énormément à écrire, comme une partition de musique, et ça apprend beaucoup aussi la mise en scène en voyant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ça, je fais ce premier stage. Après, doucement, doucement, donc j'ai une carte de travail. À l'époque, ça s'appelait comme ça, à côté de la carte de séjour. Donc je suis plus en danger d'être expulsé de France. Mais après, j'ai un autre problème, comme tout immigré, où je dois bosser pour gagner ma vie, parce que j'ai pas de parents qui puissent m'aider financièrement. Et mon frère, il arrive, lui, il trouve plus facilement du travail, mais quand même, il faut qu'on bosse tous les deux pour survivre. Donc j'enchaîne les boulots, mais qui sont formidables, chauffeur, n'importe quoi, dans le cinéma, même stagiaire sur un James Bond, voilà. Et j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup et un jour j'ai la chance de tomber en tant que chauffeur de Marco Ferreri, qui est un des génies du cinéma, d'un grand réalisateur italien, qui me prend chauffeur et sur le même film, il me propulse son assistant personnel, premier assistant et même directeur de post-production, puisque entre-temps je produisais mes petits courts-métrages. Donc je cherchais de l'argent, je me débrouillais comme tout le monde, je faisais un peu tout. Ce qui m'a appris plein de choses et lui il a compris que je pouvais assurer tous ces postes-là. Donc j'étais à la fois chauffeur, nounou, puisque je l'amenais partout, médecin, tout ça, mais qui était très riche, et à la fois son assistant, et à la fois directeur de post-prod, ce qui fait que le prochain film, le sien, il m'a donné tout de suite le poste d'assistant et de directeur de production en même temps. Et sa femme l'engueulait en disant mais Marco, arrête, c'est le chauffeur. Et c'était un film très dur au Maroc d'ailleurs. Ça s'appelait Yabon les Blancs, qu'on a tourné, bon, on a visité tout le Maroc, Taroudan, Tafraout, Agadir, partout. Et on a fini par tourner à Agadir, à Tiznit et tout au sud à El Ayoun, dans le désert, où voilà, c'est ma première découverte du Maroc, mais c'est là où je suis tombé aussi amoureux du Maroc et où j'ai dû me débrouiller parce que lui, il a répondu à sa femme, t'inquiète pas, il saura tout faire, c'est un immigré, il n'a pas le choix. Et il avait tout bien compris. Il n'a pas le choix, il doit gagner des sous, il ne peut pas se faire virer, donc il fera tout pour tout bien faire. Et c'est vrai que ça a été la bonne école. Parce que je devais tout savoir, je me suis fait une fois engueuler parce qu'une des 20 Land Rover est tombée en panne d'huile et qu'il avait raison de m'engueuler puisque j'étais son bras droit, je devais tout maîtriser et qu'à cause de cette Land Rover, la caméra est arrivée trop tard, etc. Mais ça a été une très très bonne école et de cinéma. Pour moi, et effectivement encore aujourd'hui, un bon cinéaste, même si nous sommes des créateurs, mais on doit connaître les outils. Les outils jusqu'au dernier accessoire, la lumière, les projecteurs, pas aussi bien que tous ces techniciens qui sont bien meilleurs que nous, mais ça facilite le dialogue et ça facilite de se créer un langage connaissant les stylos divers et différents. Lorsqu'on ne connaît pas la plume, on a du mal à se créer un langage. Pour moi, ça a été une formidable école, plus le génie de sa vision du monde. Je ne sais pas, mais j'essaie parfois de me demander, effectivement, par rapport aussi à mes enfants, tout ça, quelles sont les étapes et qu'est-ce qui m'a formé. Et à chaque fois que je rencontre des personnes, tu as remarqué que on peut poser des questions aussi, j'essaie pour connaître bien une personne, bon, depuis j'ai interviewé tellement de gens pour mes films et j'adore ça, peut-être c'est un des moments les plus intéressants pour moi quand je fais un film, c'est ce moment journalistique presque, mais qui est très humain, de saisir pour mes futurs personnages dans les films quels sont les carrefours importants d'une vie. Donc moi, il y en a tellement, je ne saurais pas dire, bon, la dictature c'est quelque chose quand même, ça marque de voir la peur autour de soi, la parano, le manque de liberté, ça marque parce que à vie, moi je sais que voilà mon combat aujourd'hui, puisque je fais un peu de politique aussi, et que mes films sont quelque part politiques, c'est pour ne plus jamais vivre ça, ni moi ni les autres. Après, c'est pas moi qui changera le monde, mais voilà, si je peux apporter un regard.
Donc la dictature, ça a marqué. Mon enfance, j'ai passé une partie de mon enfance à la campagne parce que mes parents travaillaient beaucoup et ils ont compris que j'étais trop sauvage. Donc ils ont eu cette idée géniale de trouver des paysans qui n'avaient pas d'enfants et qui sont tombés amoureux de moi. Et moi, je suis tombé amoureux d'eux et de ces espaces qui étaient beaucoup plus grands, qui, voilà, je me sentais très bien. Et c'est drôle parce que la nostalgie de la campagne de ma jeunesse, le lieu est devenu une petite ville, maintenant c'est plus un village, etc. Donc quand je vais en Roumanie, je ne retrouve pas ce qui était dans ma nostalgie, par contre je le retrouve beaucoup en Afrique. Et quand je suis amoureux des villages africains, pas des grandes villes, ça j'aime pas trop, mais des villages africains, je retrouve quelque part, même les enfants qui vont pieds nus à l'école, 5-10 kilomètres, je retrouve quelque chose de la campagne que j'ai vécue, où on était beaucoup pieds nus dans la nature, bon après avec des blessures ou pas, peu importe, mais il y avait une forme de bonheur là-dedans, et sans qu'on soit conscient de relation à la nature. Donc il y a ça, après bon, l'immigration, bon, moi mes premiers amours, comme tout le monde, voilà. L'immigration, donc l'arrachement de ma famille, de ma culture, bon, bah, ça a certainement creusé pareil. Et aussi le fait de se retrouver tout d'un coup tout seul dans une autre société où j'étais, encore une fois, j'étais tellement différent des autres et que j'essayais. Ça aussi, c'est toute l'histoire de l'immigration. Je vais dire des banalités, mais on essaie tellement de ressembler aux autres. On rase les murs, on se dit j'en ai marre d'avoir un accent, j'en ai marre qu'on voit que je me comporte différemment, jusqu'au jour où on comprend que notre force est là-dedans et qu'on n'a plus à raser les murs parce que finalement c'est ça notre personnalité, c'est ça ce que nous sommes et notre particularité, que c'est ça notre force. Et la force, c'est pas ressembler à d'autres, c'est d'être ce qu'on est. Mais il y a eu quand même des bonnes années où à la fois j'étais le fou de la bande et à la fois je le vivais bien et mal, mais je ne savais pas comment faire. Et où les psychologies, chaque pays, chaque culture a une psychologie différente. C'est-à-dire, moi j'ai énormément souffert de ce que j'appelle moi le syndrome du 22 heures. Dans ma jeunesse, en Roumanie, disons, les qualités de la dictature, parce que la dictature, c'est entre guillemets aussi une bonne école, parce que par manque de tellement de choses et de peur, l'humain est exacerbé. C'est les relations humaines, les amitiés, même si parfois il y a des espions et des gens qui mouchardent, etc. Mais quand même, comme on n'avait pas grand-chose, on avait le théâtre qui était fort, le cinéma n'était pas très fort parce que trop de censure, les bouquins, si, sous la main, et certains poètes étaient quand même formidables, mais il n'y avait pas toute l'offre culturelle qui existe dans l'Occident, donc on se réfugiait beaucoup dans l'amitié. Mais l'amitié, c'était notre seul oxygène, hein. Donc s'il y en a un qui avait un blues à 2 heures du matin, on s'en fichait. De toute façon, ceux qui bossaient ou qui allaient à l'école, ça servait à rien, tout appartenait à l'État. Donc on se disait qu'on bosse pas, bon bah, sauf ceux qui étaient passionnés dans quelque chose. Donc le temps était illimité, il n'y avait pas de barrière. Donc voilà, ça c'était une compensation formidable de tout ce qu'on vivait, tout le reste. Et arrivé en France, donc il y a d'autres manques, mais moi j'étais habitué à compenser ces manques avec l'amitié. J'avais des super amis, sauf qu'il y a des règles sociétales en Occident, France et ailleurs, où bon voilà, au-delà de 22 heures, tu fais gaffe. Tu comprends, une fois on vient, tu dis ok, viens à la maison, dis-moi pourquoi tu vas mal, etc. Tu viens une fois, tu vas deux fois, tu sens que la troisième fois, ça tire la tronche, quoi. Et surtout ceux qui sont en couple. Donc comme moi, j'étais pas en couple, ou pas au début, tu sens bien qu'au-delà de 22 heures, il y en a un des deux qui dit, bon, là, tu nous lâches un peu parce qu'on a notre vie aussi, etc. Avec le temps, je leur donne en partie raison. Sauf que voilà, moi, j'étais décalé. Comme moi, j'étais open pour eux, je pensais qu'eux aussi pourraient être open pour moi. Sauf que voilà, on n'avait pas les mêmes vies, on n'avait pas la même histoire. Donc il y a plein de choses comme ça où heureusement, parce que voilà, c'est ça qui m'a formé, je m'en suis pris plein la tronche, mais
de super belles choses. À l'époque, il y avait les francs, il y avait les pièces, les fameuses pièces qui m'obsédaient de 5 francs et 1 franc. Et il y avait les téléphones publics avec le couloir des pièces de 5 francs et de 1 franc. Et donc on mettait, quand j'appelais à la maison, pour parler à mes parents ou à mon amoureuse, ça défilait à une vitesse, j'oublierai jamais, c'était horrible. C'était déjà, j'avais pas de sous. Et voir à la vitesse à laquelle ça allait, donc je commençais à savoir combien de mots je pourrais placer et qu'il fallait pas s'attarder, il fallait faire des phrases courtes, etc. Voilà, tout ça, marcher à pied dans Paris, etc. Voilà, tout ça, je sais que ça m'a formé. Les rencontres avec d'autres paumés comme moi à l'époque, d'autres immigrés, de tout, Amérique latine, machin. Ça, oui, ces années-là, plus l'arrachement, plus les cauchemars, plus le fait de ne pas pouvoir revenir, de ne pas savoir si eux, ils sortiraient un jour, ça, ça crée, bon, ça crée un personnage, ça crée des antennes. C'est vrai que quand je rencontre des gens, bon, il y a des choses, quand ils racontent, je sais de quoi ils parlent. Des immigrés ou autres. Et que c'est vrai que j'ai cette faculté, peut-être parce qu'à l'époque, j'avais pas le choix, d'essayer en tout cas de comprendre aussi bien un Africain et de, de me dire, faut que tu saisisses sa subjectivité et pas la tienne. Et par exemple, sur la source des femmes et sur Va-Vie devient, ça a été un formidable exercice, même longtemps de se dire avec mon pote co-scénariste, on n'est pas encore dans leur subjectivité. On juge trop avec nos références. On n'est pas encore, je ne sais pas quand, par exemple, il y a un exemple tout bête, on vivait beaucoup dans les villages marocains, quand on s'est pareil, beaucoup documenté sur la source des femmes, et on ne comprenait pas pourquoi les belles-mères embêtaient autant les jeunes mariés, c'est-à-dire leurs belles filles. On disait, mais elles ont souffert la même chose. Pourquoi elles les embêtent autant? Pourquoi elles deviennent officiers en chef, adjudants-chef et les emmerdent alors qu'elles ont vécu la même tragédie? Pourquoi elles perpétuent ça? Et quand on leur demandait, elles nous répondaient toute la tradition. Et on se disait, on ne comprend pas ce mot. C'est-à-dire, nous on comprend d'une façon européenne, genre la tradition c'est la connerie qu'on perpétue depuis la nuit des temps et qu'on n'arrive pas à se moderniser. Et très vite, on s'est dit non, on ne comprend pas. C'est-à-dire, on le juge d'une manière française, mais c'est pas français. C'est pas. Il y a quelque chose chez elles, quand elles expriment ça, que nous, on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on vient d'ailleurs, et donc on s'est forcé longtemps, longtemps, en parlant à des sociologues, etc. Et c'est merveilleux quand tu arrives enfin, quand tu as le déclic sur des choses, et que tu pénètres dans la subjectivité de l'autre. Et ça, un jour, voilà, on a compris. Ça nous a ouvert l'esprit. Mais ça, je crois aussi que ça vient de ces années-là, où moi j'avais l'impression que personne ne comprenait ma subjectivité. Je me disais, mais à un moment, quand je ne comprenais pas, et quand ils ne comprenaient pas, j'étais triste, mais après je me disais, mais comment veux-tu qu'ils comprennent ce que c'est Ceausescu, plus ça, plus ça, plus c'est impossible pour eux, ils n'ont pas vécu. Et que je m'engueulais souvent avec eux, où j'étais crétin aussi, hein. Ou par exemple, c'était dans les cafés, c'était la mode à l'époque de fumer beaucoup dans les cafés, tout ça, et de faire la politique. Et ils faisaient la politique pour moi à 2 balles, hein, parce qu'ils parlaient de liberté, et je leur disais, mais qu'est-ce que c'est pour vous le mot liberté? Et vous n'avez pas connu de ne pas l'avoir. Donc ce que vous me dites là, donc on s'engueulait. Donc moi, je faisais peut-être pas autant l'effort de rentrer dans leur subjectivité post-68 art, parce que j'étais pas trop au parfum. Et eux ne comprenaient pas non plus pourquoi moi j'étais complètement allergique à leur discussion de café, où voilà, le mot liberté était un peu balancé à tout va, quoi. Ah bah, la liberté, c'est une des plus grandes valeurs pour moi, c'est-à-dire et aujourd'hui, oui, j'ai ces antennes de cesser aucun frein déjà dans la pensée, aucun obstacle, bien sûr, jusqu'à ce qu'on gêne la liberté de l'autre.
Mais la liberté totale, c'est avoir la liberté totale de penser d'abord, d'être libre de penser et de ne pas être dans le politiquement correct, quoi qu'il soit, et la liberté d'exprimer ce qu'on veut, même quand c'est incorrect. Je ne sais pas, on peut dire aujourd'hui le grand débat sociétal sur le féminisme, etc. On a le droit de tout penser tant qu'on n'est pas un assassin, qu'on n'est pas un violeur, qu'on ne fait pas du mal à l'autre et qu'on n'empiète pas sur la liberté de l'autre, donc de la femme ou de quelqu'un d'autre. Mais on a le droit de penser tout, d'exprimer tout, de débattre de tout, que l'autre nous contredise. Le jour où on commence à mettre des barrières, mais là on va doucement, doucement, et moi je le sens parfois vers la dictature. Le jour où Trump a été élu, mais c'était une catastrophe. Et cette catastrophe-là, je me suis dit, Marine Le Pen va être élue. C'est-à-dire le jour où Trump, parce que ce que moi j'ai ressenti, c'est que le mot était mort. Parce que j'ai pas compris comment un peuple puisse voter. Bon, aujourd'hui je sais, parce que j'analyse un peu socialement et politiquement, mais ce qui était pour moi très triste venant de là où je viens, c'est que le mot soit mort, c'est-à-dire Trump, avec tous les mots qu'il a dit durant sa campagne, des mots mais contre les femmes, contre les immigrés, contre tout le monde, contre l'humanité tout entière, et que tous ces mots-là ne vaillent rien, puisqu'il a été élu, je me suis dit, mince, c'est un constat mondial, c'est pas que les États-Unis, puisque Marine Le Pen peut utiliser des mots aussi assassins, aussi terribles, et qui ne soient pas entendus et compris. Qu'en Autriche, il s'est passé la même chose. En Hollande, ça a été à deux doigts que l'extrême droite soit élue. Que partout, en Italie, je me dis, le mot est en danger. Donc si le mot est en danger, le sens, la pensée va être en danger, la liberté physique va être en danger, tout va être en danger. La bêtise revient. Et la bêtise, à nouveau, qui est la source de toute dictature, même si après il y a plein de raisons économiques, etc. Mais la source de toute dictature, c'est dans des moments de difficultés multiples, complexes, quand la bêtise prend sa revanche sur l'intelligence. Donc l'irrationnel prend sa revanche sur le sens. Et ça, là, on voit tout dégringoler. Et là, aujourd'hui même, voilà, Trump, ça continue, c'est incompréhensible. Le Brexit, c'est incompréhensible. Tout. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais, Très très bien. mais voilà, la liberté pour moi, ça commence par des petites choses. Ça commence par le manque de sens ou l'absence de sens, la mort du mot, et qui va doucement, doucement par on n'a plus le droit de. On n'a plus le droit de quoi? On a tous les droits tant qu'on ne fait pas du mal à l'autre et tant qu'on ne contribue pas non plus à la destruction du sens du mot de l'autre. Mais sinon, on a tous les droits parce que la vie c'est du mouvement. Si on essaie d'endiguer le mouvement, bah, la vie s'arrête dans le sens métaphorique. Pour ne pas me dire à un moment donné, parce que je suis aussi du principe que nous sommes tous égaux. Et que, mais malgré ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas des très stupides, et que même chez les très stupides, on peut déceler des choses, mais qu'on est tous égaux. Il y en a qu'un que j'ai idolâtré. Euh, c'est pour les causes dont on parlait, c'est Nelson Mandela, qui est, qui est incompréhensible. C'est quelqu'un qui puisse transcender sa haine, toute la souffrance et en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire il y a une telle force là-dedans, de force positive, de mettre toutes les haines de côté et d'essayer de dégonfler toutes les haines autour de lui. Et donc voilà, pour ça, moi j'ai une énorme admiration. C'est-à-dire quelqu'un, homme, femme, qui participe au progrès de l'humanité, qu'il soit spirituel, qu'il soit scientifique, qu'il soit...
et qui soit très intelligent et conscient de toutes les conséquences de ses actes. Ça, aujourd'hui, je trouve que pour moi, c'est parmi les plus grandes valeurs qui sont souvent absentes. C'est-à-dire, pas seulement des gens qui agissent. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir beaucoup de gens qui agissent et qui tentent de participer à un progrès de l'humanité. Malheureusement, il y en a beaucoup qui n'essayent pas d'avoir, comme lui, à la fois d'être dans l'action, dans la réflexion, et dans la réflexion de tout le temps mesurer les conséquences de ses actes ou des actes de ses pairs. Ça, c'est rare. Et je trouve que voilà, bon, après, l'honnêteté, l'équilibre, la spiritualité, l'amour, l'amitié, voilà, bon, tout ce qu'on connaît. Mais je trouve qu'aujourd'hui, une des qualités qui nous manque beaucoup, et que c'est terrible de voir l'humanité toujours fonctionner par cycle, et qu'elle fonctionne toujours par l'horreur, ensuite par une abondance, un espoir, un point culminant d'espoir, et après à nouveau où elle se dirige consciemment vers l'horreur, par manque de lucidité des conséquences de ses actes. Et qu'aujourd'hui, je suis à nouveau très surpris de combien, à la fois il y a des mouvements lumineux, des révolutions, la révolution numérique, technologique, etc., mais que peu de gens se posent la question comment faire à ce que l'outil, comme Gutenberg quand il a inventé l'imprimerie, c'était une révolution, mais à la fois il y avait des problèmes. Donc il fallait, comme toujours, mesurer quelle est l'importance de l'outil et à quel moment l'outil risque de devenir le maître et ne pas juste avoir la modestie de rester un outil. Et que l'être humain, parfois il est tellement aveuglé par ce qu'il pense être la bonne marche de l'humanité qu'il oublie de mesurer les conséquences de l'outil et de lui donner trop de pouvoir qui un jour écrasera la liberté de l'homme. Donc voilà, aujourd'hui on est à cette phase à la fois très enthousiasmante et à la fois où je suis un peu effrayé que certains ne mesurent pas les conséquences de leurs actes qui pensent que positifs. Même si j'adore les utopies, mais j'adore les utopies combinées par des lucidités. L'utopie du communisme, elle était au début formidable. C'était tout le monde, tous égaux, voilà, et aussi c'était pour résoudre un autre problème qui était avant, les fascismes, les inégalités, ces extrêmes tensions des riches entre les très riches et les très pauvres qu'on vit aujourd'hui. Donc on sait que ça a été une réaction à une autre horreur, mais cette réaction qui à la fois paraissait bénéfique a engendré une autre horreur. Donc à nouveau le même cycle. Donc aujourd'hui c'est quand même étonnant qu'on n'apprenne rien. Il y a à la fois des gens ultra lumineux, formidables, et on atteint des possibilités de spiritualité de haut niveau. Et à la fois, on se dit, mais comment ne peuvent-ils pas voir qu'ils sont en train de créer de telles tensions? Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité des êtres humains ou des sociétés aussi riches pendant que d'autres sont aussi pauvres. Et ça n'a l'air de ne pas poser de problème. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité des gens qui contribuent aussi peu, je parle des impôts étant aussi riches, et d'autres qui, les pauvres, payent, mais qui ne comprennent pas pourquoi les autres sont exonérés. Donc après, on s'étonne que tout ça, ça crée de telles tensions, que ça crée des extrémismes, que ça crée de la haine. Donc ça va exploser. Et on se dit, mais on est tellement bête, on l'a déjà vécu, on connaît comment ça marche et on n'arrive pas à dégonfler la bulle alors que les solutions sont évidentes et on n'arrive pas à le faire. Voilà, je suis juif, je ne suis pas religieux, j'ai jamais été religieux dans le sens pratiqué. Je vais parfois à Shabbat, soit chez des gens chez qui je suis invité, soit parfois je le faisais moi avec les enfants, mais pas dans un esprit religieux, c'est dans un esprit parfois traditionnel, et encore une fois, c'est pas très régulier, ou Pessah, qui est Pâques, ou Kippour, ou etc.
Après, je suis quelqu'un très concerné par la philosophie. Beaucoup du judaïsme, j'ai beaucoup lu là-dessus. Après, j'ai eu la chance, et à travers mes films et dans ma vie privée, paradoxalement, j'ai commencé beaucoup par le bouddhisme, parce que j'avais une professeure de théâtre en Roumanie qui était bouddhiste et qui m'a beaucoup enseigné le bouddhisme. Après le judaïsme, après j'ai étudié le Coran quand j'ai fait la source des femmes. Bien sûr le christianisme, puisque j'avais que des amis catholiques. Donc pour moi, la religion ou la spiritualité, c'est d'abord une approche à la fois spirituelle et philosophique. C'est-à-dire je trouve des trésors, et même où j'essaie de comprendre pourquoi ça a été écrit, par qui ça a été écrit, mais je trouve des trésors de philosophie et effectivement de relations. Si quelqu'un me demandait quel est pour moi le sens de la religion, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans cette polémique, la religion, d'une certaine manière, elle est indispensable. On ne peut pas l'enlever aux gens. Après, il ne faut pas qu'elle devienne extrémiste et qu'elle devienne politique. Et qu'à nouveau, ça dépend de la liberté qu'on accorde à l'autre. C'est-à-dire, d'une part, chacun doit interpréter la religion à sa manière, et c'est quelque chose d'intime ou qu'on peut partager, mais qu'on ne peut jamais imposer, parce que sinon on devient un nouveau dictateur. Ça veut dire qu'on détient une réalité, une vérité que l'autre ne détient pas. Et que chacun doit détenir sa vérité. Après, pourquoi je pense que ou comment je comprends moi la religion et sa façon indispensable pour l'être humain. L'être humain a toujours eu un conflit qui est naturel, qui aujourd'hui aussi est parfois mal réglé. Il a un conflit avec sa propre condition de limite dans le temps et dans l'espace. C'est ça le problème. Nous sommes limités, nous mourrons tous. Et nous sommes limités dans l'espace parce que le vieux rêve, c'est de se téléporter un peu partout ou de vivre partout en même temps. Ça, Internet croit l'avoir résolu. C'est une connerie abominable. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pense qu'en étant partout en même temps, on a réglé le problème, mais en fait, on n'est nulle part jamais. Mais moi, je comprends le dialogue permanent d'un être humain avec l'invisible et l'infini. Dieu, en fait, à la base de quasiment toutes les religions, monothéistes je parle, c'est l'infini. Et même dans la religion juive, c'est le fameux pi, c'est le 0, c'est le 1. Le 1, c'est l'infini. Donc ça veut bien dire que Dieu n'est pas une personne, un marionnettiste là-haut qui nous dit absolument exactement ce qu'on doit faire, mais que Dieu est soit l'énergie constante de l'univers, peut-être scientifiquement, et ça vient du taoïsme et du bouddhisme aussi, c'est l'histoire de l'oignon où on envoie des ondes et que l'univers entier est une énergie constante et à l'intérieur chacun est partie de Dieu, c'est-à-dire donc nous-mêmes nous sommes une partie minuscule de cette énergie globale où nous envoyons des bonnes ondes et des bonnes énergies et revient ce qui revient dans cette énergie constante, soit c'est aussi notre besoin à nous de dialoguer avec notre infini qu'on désire, qui n'existe pas ou qui existe, j'en sais rien, parce que je ne sais pas ce qui se passe après la vie, mais qu'on a besoin de ne pas être dans cette prison qui est pour moi d'une manière Ceausescu, mais dans cette prison de me dire je ne suis qu'un corps et je ne suis qu'un temps donné limité. Donc j'ai besoin de m'évader de ça, d'éclater aussi cette carapace, d'où le besoin de spiritualité. Donc de dialoguer avec un infini aussi lointain soit-il. Donc après ça s'écrit de plein de manières différentes. Et ce que moi j'aime beaucoup, parce que ça m'appartient, étant juif, dans ma relation au judaïsme en tant que spiritualité et philosophie, c'est que le judaïsme, comme l'hébreu, comme la langue arabe, c'est des langues sémitiques où on n'écrit pas les voyelles. Donc n'écrivant pas les voyelles, même si je ne lis pas l'hébreu, mais je lis des différentes traductions, n'écrivant pas les voyelles, chaque mot est ouvert. Puisqu'en fonction des voyelles qu'on met dans chaque mot, on écrit sa propre interprétation de la phrase.
Et d'ailleurs, il est quelque chose de très beau qui est dit dans le judaïsme, dans le Talmud. Il est écrit: Dieu a donné le texte, à vous d'apporter le souffle. Donc ça, c'est très important pour moi aussi dans mon obsession de liberté. Dieu n'a pas tout donné. Dieu ne vous impose pas, comme certains le croiraient, le texte et qu'il faut obéir exactement au texte. Dieu a donné une partie. À vous d'apporter le reste. Vous devez bosser, vous devez apporter votre esprit. Dieu ne peut pas faire tout seul. Tout est un dialogue, tout est un complément. Donc si vous n'apportez pas votre souffle, il n'y aura rien. Il y aura un texte vide. Et en plus, il y a cette métaphore, le souffle vient à la place des voyelles. Donc en fonction du souffle que vous donnez, des voyelles que chacun met à sa façon, vous donnerez des interprétations infinies et différentes du même texte. Et d'ailleurs, c'est là ce qui est beau, et que j'ai mis dans Va vie et devient, le dialogue ou l'interprétation talmudique. Le plus intelligent, c'est pas celui qui répète ce qui a été déjà dit, le plus intelligent, c'est celui qui apporte un souffle très personnel, qui lui appartient, et qui offre à l'autre ou à la multitude une nouvelle pensée. Ça, c'est le comble de la liberté. Bon, j'ai créé un film et 2 séries. Après, par superstition, c'est comme les enfants, j'aime pas trop en parler avant que ça existe, parce que ça peut porter le mauvais œil, et qu'il faut parler des bébés et tout ça, et les montrer quand ils sont faits, pas avant, parce qu'avant, tout peut arriver, et que, disons, voilà, je suis dans mon laboratoire, et mon laboratoire, c'est pas qu'il est secret, mais c'est mon intimité, que je me bats avec moi-même, et que c'est merveilleux ce dialogue que j'ai avec moi-même, et que peut-être quelque chose jaillira. Et si c'est pas bon, ça jaillira pas. Déjà, je suis pas sûr qu'il faille qu'ils retiennent quelque chose de moi. Parce que ça, c'est une autre question de l'égoïsme. Bien sûr qu'on fait des choses pour exister, pour essayer de marquer. Mais après, ça pose beaucoup de questions. Moi, j'ai un papa qui est très âgé, qui est merveilleux, qui a 96 ans. Et je vois dans quoi il se débat, lui, même s'il n'est pas, ou il ne semble pas, très angoissé par la mort, mais je vois qu'il se débat dans la question entre sa mort future et nous. Comment nous allons vivre tout ça, etc. Donc forcément, ça me contamine à me poser la question, et moi, quand je partirai, j'aimerais pas que mes enfants souffrent. Donc la question, qu'est-ce que j'aimerais laisser? J'aimerais pas leur laisser un truc lourd, hein. J'aimerais pas qu'ils pensent tout le temps à moi. J'aimerais que l'aventure continue, donc mes films, bon si mes films peuvent servir à quelque chose, mais je n'ai pas de pensée à, entre guillemets, devenir un monument ou tout ça. Non, j'essaie de vivre le plus heureux possible, de profiter de chaque seconde, parce que je sais qu'elles sont comptées et qu'elles peuvent être riches. Et après, quand je partirai, restera ce que j'ai pu faire, restera ce que j'ai pu donner, ce que j'ai pu, même sans que les gens sachent que c'est moi, créer quelque chose, oui, de démocratie, de je sais pas quoi, et que mes enfants vivent le plus léger possible.